Nous ne sommes plus devant les risques, mesdames et messieurs les sénateurs. Ils sont là. La hausse des taux est là. Et les chiffres qui circulent ne sont pas catastrophiques, ils sont pires que cela. La France est un des pays où il y a une épargne qui nous permettrait très bien de reprendre la main sur notre dette. La dette publique. Elle a provoqué des révolutions, fait tomber des gouvernements et rabaissé des pays au rang de débiteurs. Pourtant, le monde actuel ne peut pas se maintenir sans dette publique. De nos jours, la quasi-totalité des États sont endettés ou surendettés. Et d'ici 2 ans, le paiement des intérêts sur la dette publique pourrait représenter le premier budget de nombre d'entre eux. Alors comment en est-on arrivé là ? Qu'est-ce que la dette publique représente réellement et qui la détient ? Peut-on la rembourser ou allons-nous vers une confiscation des biens ? Formellement, elle correspond à l'ensemble des dettes contractées par l'État, les collectivités, comme les départements, les régions ou les villes, et les administrations de sécurité sociale. La dette publique est décidée à partir du budget. Chaque année, le Parlement débat et vote le budget. Lorsque les dépenses publiques excèdent les recettes publiques, on parle alors de déficit public. Le déficit public s'explique donc par le choix de ne pas augmenter les impôts ou de ne pas réduire les dépenses publiques, un bon moyen de rester populaire sans en assumer les conséquences négatives. Mais pour financer ce déficit public, l'État fait appel à des investisseurs, à des banques ou des assurances. L'État contracte alors une dette. En échange de fonds prêtés, il s'engage à payer régulièrement des intérêts et à rembourser le montant emprunté au moment convenu. Et la dette publique correspond donc à l'addition de l'ensemble des déficits publics. Or, depuis 1974 et le mandat de Valéry Giscard d'Estaing, la France est systématiquement en déficit. Et ce déficit ne fait que s'aggraver. L'époque de la stabilité des comptes publics voulue par le général de Gaulle paraît bien éloignée. Nous devons mettre en ordre, largement et profondément, finances, monnaie, économie. Depuis 50 ans, la France dépense donc systématiquement plus qu'elle ne reçoit. Le déficit public s'élevait à 4,7% du PIB en 2022, 5,5% en 2023, 5,8% en 2024 et enfin 5,2% en 2025. Rien de vraiment très réjouissant. L'accumulation des déficits publics depuis 1974 a mené à l'accroissement de la dette publique. L'encours de celle-ci est passé de 14,5% du PIB à l'arrivée au pouvoir de Valéry Giscard d'Estaing en 1974 à plus de 112% du PIB en 2024 sous Emmanuel Macron et jusqu'à 115,6% du PIB au 1er janvier 2026. Mais comparer la dette au PIB n'est pas très honnête, car l'État ne peut pas taxer 100% du PIB. Au 3e trimestre 2025, la dette publique représente ainsi 3 482,2 milliards d'euros, soit près de, tenez-vous bien, 51 240 euros par Français et environ 193 000 euros par foyer fiscal imposable. À ce stade, chaque Français devrait donner plus d'1 année de sa vie à l'État afin de rembourser la dette publique. Mais en année de recettes fiscales, la dette publique représente pour l'État près de 2 années qui devraient être entièrement dédiées à la dette. La dette publique est passée d'un outil de relance à un outil pour éviter la faillite des institutions. Et entre 2017 et 2023, la dette publique a augmenté de plus de 1 000 milliards d'euros, allant totalement à l'encontre des promesses de Macron lors de son arrivée au pouvoir en 2017. L'explosion de la dette publique entre 2017 et fin 2024 va atteindre, mes chers collègues, 1 000 milliards, dont seuls 260, d'après la Cour des comptes, sont liés au Covid, au plan de relance et à la crise énergétique. Mais à qui les Français sont-ils redevables ? Qui détient la dette publique et dans quel but ? La France est-elle encore indépendante ? Un open space, une sorte de salle de marché avec une quarantaine d'hommes et de femmes, plutôt jeunes. Des spécialistes de la finance qui ont travaillé pour les plus grosses banques, mais aussi des hauts fonctionnaires. En France, la dette publique est gérée par l'AFT, ou Agence France Trésor. Cette agence, qui regroupe quelques dizaines de personnes, gère la trésorerie et les milliers de milliards de dettes de l'État. L'agence est chargée de trouver des investisseurs en France et à l'étranger, de négocier les taux d'emprunt et de bien répartir les échéances pour s'assurer du financement de la trésorerie de l'État. En 2025, l'agence France Trésor a emprunté à elle seule près de 300 milliards d'euros pour financer le déficit et rembourser les anciennes dettes. Malgré ces chiffres, nous ne connaissons pas le nom des détenteurs de la dette française. Mais ce que nous savons, c'est que 54% de la dette française est détenue par des étrangers à l'heure actuelle, contre environ 30% pour l'Italie ou les États-Unis par exemple. Dans le détail, il est probable que vous déteniez donc de la dette publique française ou étrangère sans même le savoir. En effet, la plupart des banques, des assurances et des gérants détiennent des obligations d'État.
les obligations sont des titres de créance émis par un État ou une société pour recueillir des fonds. Essentiellement, elles permettent à un État ou à une société d'emprunter de l'argent directement auprès d'investisseurs. Et les assurances-vie, par exemple, sont exposées aux obligations via les fonds en euros. On évoque souvent la possibilité d'un grand emprunt forcé ou d'une ponction exceptionnelle sur l'épargne des Français, mais ce que l'on oublie de dire, c'est qu'une partie de cette épargne a déjà été prêtée et dépensée par l'État. Depuis des mois, des débats tournent autour d'un prélèvement sur le capital, d'un emprunt obligatoire ou d'une nouvelle forme de répression sur votre épargne, mais la réalité est plus simple. Ce mécanisme est déjà en place. Selon la Banque de France, les Français détiennent 6 437,4 milliards d'euros de placements financiers. Une part considérable finance déjà directement l'État, assurance vie en euros, épargne retraite et livret réglementé. Ces masses représentent à elles seules 2 525,8 milliards d'euros au troisième trimestre 2025. Mais ce n'est pas tout. Depuis 2016, avec la loi Solvency II, les assureurs sont fortement incités à détenir des obligations d'État dont le coût en fonds propres est très faible. En d'autres termes, l'État oriente discrètement l'épargne des Français vers sa propre dette. Ce qui veut dire qu'une partie de votre argent sert directement à financer les déficits publics. Mais alors une question s'impose. Si les Français financent déjà massivement cette dette, qui sont les autres créanciers ? Qui continuent de prêter à la France malgré des déficits depuis près de 50 ans ? La réponse est aussi simple que dérangeante. Ce sont, en grande partie, des pays qui, eux, ont fait des choix radicalement différents. Contrairement à la France, la plupart des grandes économies mondiales capitalisent pour financer leur retraite. Résultat, leur épargne ne dort pas, elle est investie, placée et optimisée. Et une partie de cette épargne vient s'investir dans la dette française. Autrement dit, pendant que la France accumule les déficits, d'autres pays utilisent cette dette comme un actif pour financer les retraites de leurs propres citoyens. La dette française n'est pas seulement un problème budgétaire, c'est aussi un mécanisme silencieux de transfert de richesses au profit d'investisseurs étrangers plus disciplinés. Et si je vous dis que cet argent par la Caisse des dépôts, il est prêté à l'État français, qu'est-ce que vous en dites ? Je suppose que si la Caisse de dépôt se permet de placer l'argent dans ces endroits-là, c'est parce qu'il y a des sous à faire ou parce que c'est un investissement qui est contrôlé? Mais c'est une bonne question. Ouais. Peut-être une façon de mieux s'informer qu'est-ce que la Caisse de dépôt fait avec notre argent. Quand j'investis dans des obligations d'État, qu'elles soient canadiennes, américaines ou françaises, j'investis dans une classe d'actifs, dans une catégorie d'actifs dont le rendement est plus faible, certes, mais dont le risque est aussi beaucoup plus faible. La gestion de la dette française consiste donc à trouver des investisseurs et à négocier un taux selon les besoins du marché pour répondre aux besoins de financement. L'agence France Trésor est accompagnée par des spécialistes en valeur du trésor qui accompagnent la France dans le placement de sa dette. Et parmi les 15 spécialistes en valeur du trésor publiés en 2021, 11, soit presque les 3/4, sont des grandes banques étrangères. Et pour la plupart, américaines. La dette française se place donc majoritairement par l'intermédiaire et par les fonds de pays étrangers. Et d'ailleurs, un nouvel acteur majeur est apparu ces dernières années, la Banque Centrale Européenne. En effet, la BCE a impulsé de nombreux programmes d'achat d'actifs auprès des banques. Ces achats d'actifs sont essentiellement constitués d'obligations d'État. Alors que la BCE est théoriquement indépendante du pouvoir politique, elle est devenue un des créanciers majeurs des États européens. Selon les données disponibles dans un rapport publié en 2024 par la Banque de France, la part de la dette française détenue par l'Eurosystème, donc en pratique la BCE via la Banque de France, est autour de 20% du total de la dette publique maastrichtienne. Depuis, dans le cadre de la normalisation de la politique monétaire, la Banque Centrale Européenne a mis fin à ses achats nets de titres publics et a progressivement arrêté les réinvestissements de ses programmes d'achat. En conséquence, elle ne constitue plus un acteur actif de la dette française en 2026, son portefeuille ayant désormais vocation à diminuer graduellement au fil des échéances. Enfin, il est important de noter que la maturité moyenne de la dette française, autrement dit sa durée, est d'un peu plus de 8 ans et demi. Et près du tiers de cette dette devra ainsi être remboursée entre 2026 et 2029 d'après les chiffres de l'AFT. Mais en échange de cet engagement durable de l'État à payer les intérêts et à rembourser, quel est le véritable coût de cette dette pour les contribuables ? Et donc, on ne rembourse jamais. Le seul paramètre qui a de l'importance, c'est la charge annuelle de la dette. Après une décennie de taux nuls ou négatifs, le coût de la dette est devenu plus lourd pour les États. Toujours selon l'agence France Trésor, le taux moyen d'emprunt de l'État français est passé de 1,16% entre 2009 et 2021 à 3,42% en février 2026, soit une hausse de près de 200%. Avec des niveaux de dette historiquement élevés, la hausse du coût de la dette publique impacte directement les finances publiques. En 2025, le paiement des intérêts de la dette a coûté entre 62 et 67 milliards d'euros,
ce qui en fait le deuxième poste de dépense dans le budget de l'État. Pire encore, il est prévu qu'en 2027, le remboursement de la dette devienne le premier poste de dépense de l'État, dépassant ainsi le budget de l'éducation nationale. Point. Le plus saillant qu'il faut retenir, je le gardais pour la fin, c'est quand même l'augmentation spectaculaire. Elle est là. Les charges d'intérêt sur la dette pourraient ainsi atteindre près de 90 milliards en 2027. En d'autres termes, la première raison pour laquelle vous paierez des impôts sera pour payer des intérêts à des créanciers majoritairement étrangers. Pour être très clair, chaque Français pourrait payer plus de 1 300 € en charges d'intérêt public en 2027. Inutile de préciser qu'il s'agit d'un service public qui ne sera certainement jamais rendu. Cette situation dramatique des finances publiques va aussi exiger des coupes dans les dépenses et les hausses de recettes fiscales. L'important montant de la dette rend donc la France très sensible à l'évolution des taux. Pire, sa politique économique est presque aujourd'hui entièrement dictée par la rareté du capital sur les marchés financiers. Mais l'État a peut-être d'autres dettes sous le tapis. Et la situation pourrait être encore plus catastrophique que ce que les chiffres du budget laissent voir. Car aux 3 482 milliards d'euros de dettes s'ajoutent les engagements hors bilan mesurés par la Cour des comptes. Les engagements hors bilan correspondent aux promesses financières que l'État devra honorer à l'avenir. Il s'agit principalement des retraites des fonctionnaires de l'État, mais aussi des garanties sur l'épargne auprès des Français. D'après la Cour des comptes, la valeur des engagements hors bilan donnés par l'État est en augmentation de 267 milliards d'euros sur l'année 2023 et atteint plus de 4 000 milliards d'euros fin 2023. En d'autres termes, les engagements financiers de l'État hors bilan dépassent le montant de la seule dette financière. La dette de l'État ne serait donc pas de 3 482 milliards d'euros, comme on nous le fait croire, mais de plus de 7 000 milliards d'euros, soit 2,5 fois le PIB. Mais le montant de cette dette hors bilan n'est pas parfaitement connu à l'avance, ce qui en fait une dette potentielle en dehors des comptes officiels de l'État. Dans tous les cas, il est clair que les engagements financiers de l'État dépassent largement la richesse annuelle produite par le pays. Après tout ce que nous venons d'énoncer, pensiez que c'était fini ? Bien, détrompez-vous. Alors que le monde est en proie à un chaos généralisé avec des tensions et conflits qui se multiplient partout, notamment récemment au Proche et Moyen-Orient, voici que nos dirigeants français et européens souhaitent enfoncer le clou avec une manière innovante de nous faire emprunter davantage, l'Europe. Un soutien accru de la Banque européenne d'investissement et assumer des financements supplémentaires, y compris les plus innovants, comme l'idée d'un emprunt européen qui a été proposé par la Première ministre Kaja Kallas. Nous consolider et le faire pour nous-mêmes en tant que Français, et le faire en solidarité avec les Européens parce qu'on partage les mêmes intérêts de sécurité. Rearm Europe could mobilize close to 800 billion euros of defense expenditures for a safe and resilient Europe. Alors, la dette est-elle véritablement remboursable ? Ou est-ce un mythe bien ancré par les promesses politiques ? Et la Commission européenne, qui n'a donc pas attendu le résultat de nos législatives anticipées pour épingler la France à propos de la gestion de ses finances publiques. En juin 2024, la Commission européenne a lancé une procédure contre la France pour déficit excessif. La procédure est aujourd'hui toujours en cours et exige de la France de corriger son déficit d'ici 2029. L'absence de maîtrise des comptes publics pose question sur la capacité de la France à rembourser sa dette publique. L'instabilité politique persistante et les inquiétudes sur les finances publiques ne sont pas sans conséquences. En septembre et octobre 2025, ce sont les célèbres agences de notation Fitch Ratings et Standard & Poor's qui ont dégradé la note de la France, la faisant passer de A- à A+. En avril 2026, l'agence Moody's maintient la note de la France à AA3, mais y apporte une perspective négative, signe d'une sorte de deuxième chance pour certains et d'une menace pour d'autres. Conséquence, la France voit la confiance en sa capacité de rembourser ses emprunts dégradés. Les emprunteurs exigent donc de la France des taux d'intérêt plus élevés. Ce mécanisme provoque un effet boule de neige. Plus d'intérêt égale plus de déficit, donc plus d'emprunts, et enfin, encore plus d'intérêt. Et les perspectives futures ne semblent pas bonnes, notamment en raison de l'instabilité politique de la France. À l'aube de l'élection présidentielle 2027, il semble que la fracture sociétale soit de plus en plus béante, et cela se ressent inévitablement sur les votes annuels du budget de l'État. Les partis politiques n'arrivent pas, ou ne souhaitent pas, se mettre d'accord. Et au fond, ça nous amène à un premier schéma, une première possibilité dans les temps à venir, c'est de se dire qu'une coalition plus large aurait été possible avec un accord de non-censure, c'est-à-dire une capacité pour les formations républicaines à l'Assemblée nationale et au Sénat de se faire confiance. Et donc j'ai décidé de renoncer à l'article 49 alinéa 3 de la Constitution, puisque cet article, au fond, permet au gouvernement d'interrompre les débats, d'engager la responsabilité du gouvernement et au gouvernement d'écrire la copie
A few moments later. Le gouvernement engage sa responsabilité sur la partie 1 des recettes du projet de loi de finances pour 2026. Je vous remercie. Comment faire confiance à un État qui n'arrive pas à définir une feuille de route économique claire ? Tout cela soulève une question essentielle. Peut-on réellement rembourser la dette avec la dégradation des comptes publics ? Car si vous accumulez 10 milliards d'excédents par an et que vous les vouez à ce seul service, vous en avez pour 270 ans. La dette publique n'est pas une dette comme les autres, car contrairement à une entreprise, l'État ne s'endette pas forcément pour investir et créer de la richesse. L'endettement de l'État est au contraire le moyen pour un gouvernement de maquiller les inconvénients de sa politique en endettant les générations futures. Quand on prête à l'État, à ce moment-là, on prête à quelqu'un qui ne crée pas de richesse et qui n'est pas capable de susciter de la création de richesse. Pour savoir si la dette est viable, pour l'État, les économistes parlent souvent de soutenabilité de la dette. Une condition essentielle pour que la dette publique soit soutenable est que le taux réel soit inférieur au taux de croissance de l'économie. Lorsque le taux réel auquel emprunte l'État est inférieur à la croissance de l'économie, alors l'État rembourse sa dette à l'aide de l'augmentation de l'activité économique. Mais lorsque les perspectives de croissance se réduisent ou que le taux d'emprunt augmente, l'État peut se retrouver face à une situation intenable qui exige souvent l'austérité. En 2026, avec un taux de croissance attendu proche de 0,9% dans le meilleur des cas, la France est dans une situation d'endettement à peine soutenable. Et cette maigre croissance pourrait être revue à la baisse si les prix des énergies venaient à flamber en cas de prolongement des tensions au Moyen-Orient. Avec des niveaux de dette aussi lourds et un risque sur la soutenabilité de la dette, la Cour des comptes n'a jamais été autant alarmiste qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que la situation des finances publiques se dégradait. Aujourd'hui, elle est très dégradée. Nous devons réagir. Nous sommes au pied du mur. De ce fait, l'endettement de l'État sert principalement à rembourser les dettes passées et à financer des déficits publics toujours plus importants et incontrôlés. Dans son rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques, la Cour des comptes affirme que, à force d'avoir différé de véritables efforts d'ajustement structurel, la dette publique, emportée par la réitération des déficits et par son poids, affiche un coût de plus en plus élevé qui contraint toutes les autres dépenses, obère la capacité d'investissement du pays et l'expose dangereusement en cas de nouveaux chocs macroéconomiques. Comprenez là que la France pourrait être totalement dépassée par la prochaine crise. En d'autres termes, la France pourrait véritablement perdre le contrôle de sa dette dans les prochaines années. Dans un scénario de faible croissance économique et de maintien des déficits, la dette publique pourrait atteindre près de 120% du PIB en 2027. Il sera donc difficile pour les prochains gouvernements de mettre en place leur programme, surtout dans le pays qui a déjà les prélèvements obligatoires les plus élevés de l'OCDE. Mais, qui que ce soit qui gouverne demain la France, le prochain gouvernement devra s'emparer de cette situation de finances publiques. Il devra réduire notre endettement. Nous avons une dette publique de 3100 milliards d'euros. Mais si l'État a des dettes, il a aussi des actifs. En effet, l'actif de l'État comprend les bâtiments, les routes, les technologies, notamment militaires, mais aussi les participations dans les entreprises comme EDF ou la SNCF, et également les participations dans des institutions comme le FMI. En théorie, l'État pourrait donc rembourser une partie de sa dette en vendant ses actifs et tout ce qui permet aujourd'hui à l'État de fonctionner correctement. Mais les actifs ne suffiraient même pas à couvrir la moitié de la dette de l'État. Car toujours d'après la Cour des comptes, la dette de l'État, ajustée des actifs, s'établit à près de 1900 milliards d'euros, soit près de 70% du PIB. En clair, la France connaît un dérapage budgétaire et s'éloigne progressivement de la politique budgétaire de ses voisins européens. La France fait donc courir un risque sur elle-même, mais aussi sur l'euro. Car au déficit public s'ajoutent le déficit de la balance commerciale et le déficit de la balance des paiements. Cette situation économique inédite pourrait rapidement virer à la catastrophe. Mais si la France peut difficilement améliorer sa situation, a-t-elle déjà remboursé sa dette publique par le passé ? Et comment le poids de la dette publique a-t-il influencé la société française ? Une crise, si vous voulez, c'est ignorer jusqu'au moment où il y a un déclenchement. Peu de Français savent que la Révolution française trouve ses origines dans l'insoutenabilité de la dette publique. Alors que Louis XVI arrive au pouvoir en 1774, la France s'engage dans une guerre coûteuse pour l'indépendance de l'Amérique. En 1776, pour financer cette guerre, le roi fait appel au financier Jacques Necker, qui devient alors ministre des Finances. C'est ainsi que Necker assure au roi que la guerre peut être financée par emprunt. Mais pour assurer la confiance des prêteurs, le ministre est aussi amené à publier les premiers comptes rendus des comptes publics. Jacques Necker légitime ainsi les remontrances du Parlement de Paris, voulues sous Louis XV pour contrôler l'usage de l'impôt. Pour Necker, tant que le budget principal est équilibré, l'État peut emprunter. Le ministre des Finances de Louis XVI emprunte alors beaucoup, notamment sous forme de rente viagère. C'est ainsi que le coût de la guerre d'Amérique est estimé à près d'1 milliard de livres. L'État emprunte ainsi au taux de 6% et évite les hausses d'impôts.
L'absence de hausse d'impôts vaut à Jacques Necker une certaine popularité auprès de la population, mais Necker est impopulaire auprès des milieux financiers et des proches du roi, ce qui le poussera à démissionner en 1781, malgré le soutien populaire. En 1788, un an avant la Révolution, la dette publique atteint ainsi près de 80% de la richesse de l'époque, soit 4 milliards de livres. Et jusqu'à la moitié du budget était dédié au remboursement de la dette. Or, la taille de l'État dans l'économie était aussi plus faible à l'époque et l'augmentation des impôts était très impopulaire. La situation était devenue critique. En 1767 déjà, dans ses essais, l'économiste Hume disait à propos du crédit public « Il faut ou que la nation détruise le crédit public, ou que le crédit public détruise la nation ». Face à la dégradation de la situation, Necker est rappelé par Louis XVI et nommé ministre d'État en 1788. Quelques mois après, il obtient du roi la convocation des États généraux pour essayer de trouver une solution aux problèmes financiers. Votre seconde option ? Convoquer les États généraux, sire. C'est le seul corps d'État qui ait le pouvoir de lever les impôts pour rembourser les dettes de votre Majesté. Mais nous n'avons pas recouru à cette extrémité depuis 150 ans, monsieur Necker. Sire, c'est inévitable. Le 5 mai 1789, les États généraux sont convoqués. Les trois ordres, à savoir la noblesse, le clergé et le tiers-État, se déchirent sur la question du vote. Lors des États généraux, le roi déclare « La dette de l'État, déjà immense à mon avènement au trône, s'est encore accrue sous mon règne. Une guerre dispendieuse mais honorable en est la cause. L'augmentation des impôts en a été la suite nécessaire et a rendu plus sensible leur inégale répartition. J'ai déjà ordonné dans les dépenses des retranchements considérables. La suite de l'histoire, nous la connaissons. Le tiers-État, furieux du mode de scrutin, s'établit en Assemblée nationale le 17 juin et affirme l'intention de constituer un seul et unique ordre. La révolution éclatera bientôt et la monarchie sera abolie. Mais la dette publique ne disparaît pas. Le 2 novembre 1789, sur la proposition de Talleyrand, les biens du clergé sont confisqués. Ce trésor de l'Église, évalué à 2 ou 3 milliards de livres, permet de soulager la dette publique. Mais les caisses de l'État demeurent vides. L'État émet alors des assignats, des sortes de billets dont la valeur est garantie par les biens du clergé. Inévitablement, l'émission massive de monnaie conduit à de l'inflation et de nouvelles tensions qui alimentent les sentiments révolutionnaires. L'histoire semble se répéter inlassablement. Plus proche de nous, la crise de la dette grecque qui s'est terminée dans l'austérité et le mécontentement social par exemple. L'histoire nous enseigne donc clairement qu'il n'existe aucune bonne solution pour mettre un terme à une dette publique devenue insoutenable. Aujourd'hui, certaines voix s'élèvent pour demander l'annulation des dettes détenues par la Banque centrale, mais cette mesure est loin d'être satisfaisante, car la Banque centrale ne détient qu'une partie de la dette, et un défaut viendrait mettre un terme à la confiance dans les émissions de dette. Une telle mesure serait donc un moyen de réaliser encore plus de dettes, en effaçant une partie de la dette actuelle. Avons-nous les sous pour payer nos dettes ? Les Français seront-ils mis un jour à contribution pour une confiscation ou des impôts exceptionnels ? Alors que les comptes publics sont à la dérive, les propositions fusent de toutes parts. Annulation de la dette, émission de nouveaux emprunts auprès de la population, prélèvement exceptionnel sur l'épargne ou le patrimoine. À nouveau, l'histoire se répète, car si la dette publique dans le bilan et hors bilan dépasse 7 000 milliards d'euros, l'épargne des Français permettrait quasiment de couvrir cette dette. D'après les données de la Banque de France, l'épargne financière des Français, qui inclut les comptes courants jusqu'au placement en actions, s'élève à plus de 6 000 milliards d'euros. Cela équivaut à une épargne moyenne par Français de plus de 90 000 euros, dont 60% seraient placés en produits de taux et 40% en actions. Mais l'atteinte à la propriété privée rend peu probable la contribution de l'épargne privée, bien qu'une contribution exceptionnelle puisse revenir dans le discours politique en cas de vague austéritaire. La dette publique constitue donc bien un poids important pour la France. Le dérapage budgétaire de ces dernières années a mis la France dans une position de faiblesse et de manque de crédibilité à l'international. Depuis plus de 50 ans, la France accumule des déficits publics chroniques, ce qui fait gonfler la dette qui est désormais détenue pour moitié par des étrangers. Si la France arrive à placer pour l'instant sa dette sans difficulté, la qualité de celle-ci interroge de plus en plus. En effet, la France fait face à des records de déficit malgré l'absence de crise. La hausse considérable des taux ces dernières années a aussi provoqué un gouffre financier dans le budget. D'ici 2027, chaque Français, du bébé au retraité, pourrait payer près de 1 300 € d'intérêt public par an. La charge de la dette deviendrait ainsi le premier budget de l'État. Face à cette situation, la soutenabilité de la dette est remise en question. La Cour des comptes se montre particulièrement alarmiste et pessimiste sur la trajectoire de notre dette dans les prochaines années. Le manque de stabilité financière favorise aussi l'instabilité politique et réduit les marges de manœuvre des gouvernements, et cet épisode n'est pas sans rappeler la crise de la dette sous Louis XVI qui déclencha la Révolution. Cette histoire nous montre bien qu'une dette publique insoutenable s'achève souvent dans l'inflation ou la confiscation. Les révolutionnaires avaient aussi établi 2 principes des droits de l'homme. Le premier était que la société a le droit de demander compte à tout agent public de son administration. Le deuxième était que la propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé, si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment, et sous la condition d'une juste et préalable indemnité. Allons-nous vers une rigueur budgétaire pour rendre la dette soutenable ?
Des prélèvements exceptionnels sur les revenus ou l'épargne ? Ou bien vers une inflation à 2 chiffres pour rembourser notre dette en monnaie de singe ? Aujourd'hui, une chose est claire. Dans un monde où tout devient plus incertain, laisser son épargne entre les mains du système, sans comprendre ce qui se joue, n'est plus une option. Aux publications Agora, notre mission est simple. Vous aider à reprendre le contrôle de votre argent, comprendre les mécanismes économiques, anticiper les grandes tendances et surtout, protéger votre épargne face aux risques qui s'accumulent. Inflation, instabilité financière, décisions politiques, tout cela peut impacter directement votre patrimoine. Et vous n'êtes pas obligé de subir. Chaque semaine, nos experts décryptent les marchés et vous donnent des pistes concrètes pour agir. Alors si vous voulez passer de spectateur à acteur de votre épargne, c'est maintenant qu'il faut agir. C'est justement pour cela que nous avons décidé d'organiser un événement tout bonnement exceptionnel. Du 23 au 29 juin, nous recevrons un des analystes économiques les plus suivis en France, Marc Toiti. Nous avons le plaisir d'annoncer qu'il rejoint officiellement les équipes des publications Agora au cours de cet événement. Aux côtés de la journaliste économique Ingrid Labuzan, qui animera les échanges, Marc Toiti vous accueillera pour notre plus gros événement de l'année, le sommet de la vérité économique. Pendant plusieurs jours, Marc analysera sans langue de bois la situation réelle du pays, dette, inflation, fragilité économique, risques pour l'épargne, avenir des marchés, retraite et même pouvoir d'achat. Mais surtout, Marc partagera des solutions concrètes pour protéger votre patrimoine dans les années qui viennent. Car comprendre ce qui se passe ne suffit plus, il faut aussi savoir comment agir. Pour réserver votre place au sommet de la vérité économique animé par notre expert Marc Toiti, rien de plus simple, je vous invite à cliquer dès maintenant sur le lien en description. Le rendez-vous aura lieu du 23 au 29 juin et je vous conseille de ne pas passer à côté. Nous vous remercions toutes et tous pour votre attention. Si vous souhaitez plus de vidéos de ce type, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu à la vidéo, la partager à vos proches et à donner votre avis en commentaire pour nous encourager à reproduire ce format. De notre côté, nous vous disons à très vite, car ce qui est sûr, c'est que la dette publique n'a pas fini de faire couler de l'encre.